Comment est-ce que j'utilise Obsidian en 2025? C'est ce que l'on va regarder aujourd'hui. L'an dernier, j'avais fait une même vidéo qui vous montrait exactement comment j'utilisais donc Obsidian et je vais vous faire une mise à jour parce qu'il y a pas mal de changements. J'ai fait quelques recherches et j'ai fait évoluer donc Obsidian, mes plugins et ainsi que mes coffres. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours revoir la vidéo que j'ai faite en 2024 qui apparaît ici en haut car elle est toujours d'actualité et ça vous donnera une idée de ce que j'utilise aujourd'hui et que j'ai fait donc modifier. En 2024, je vous montrais que j'utilisais 3 coffres et ils étaient de couleurs différentes. Pour moi, c'était un moyen très simple de savoir sur quel coffre je travaillais. J'avais un coffre bleu qui était tous mes travaux avec mes clients. C'était des notes de travail et de meeting de tous mes clients. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce coffre-là, donc utiliser Obsidian dans le monde professionnel. Je ne vais pas m'étendre sur ce coffre dans cette vidéo, je ferai une mise à jour un peu plus tard. Ensuite, il y avait le coffre jaune, celui de mes projets, essentiellement toutes mes productions YouTube, dont cette vidéo et cette chaîne. Et à l'intérieur, je mettais tous les épisodes, tous les scripts que j'écrivais pour faire ces vidéos, ainsi que les références. Donc ce coffre-là, il a disparu. Il a disparu pour être intégré dans le coffre suivant, le coffre vert, le coffre que j'ai appelé aujourd'hui Notes et projets. Ce coffre contient aujourd'hui tous mes projets et ainsi que ma base de connaissances. Cette réunion de ces deux coffres en un seul, c'est dû à une des méthodes que je vais discuter juste un peu plus tard, qui est l'organisation para de Tiago Forte. Je ne vais me focaliser que sur ce coffre vert, notes et projets. En 2024, j'ai essayé donc plusieurs méthodes, plusieurs processus de prendre des notes pour optimiser, pour mieux voir comment je pouvais gérer mes propres notes. Et j'ai commencé tout simplement, entre guillemets quand même, avec Zettelkasten, qui est de l'allemand et qui veut dire une boîte à notes. Tout simplement. Kasten, c'est une boîte. Zettel, c'est une fiche, c'est une carte, c'est une note, littéralement. Donc j'ai essayé de voir à quoi ça pouvait ressembler, comment je pouvais l'utiliser et j'étais rapidement perdu avec Zettelkasten parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de contraintes, ce que je trouvais bizarre quand même pour un système d'organisation. Et il y avait une bonne raison à ça. C'est que le système de Niklas Luhmann, qui a inventé Zettelkasten, avait tout simplement des fiches qu'il rangeait de façon ordonnée, donc ça était très simple, dans une boîte. Ce que l'on retrouve aujourd'hui, surtout sur YouTube en vidéo, c'est une interprétation de Sönke Ahrens, qui s'est inspiré du travail de Niklas Luhmann sur Zettelkasten pour en faire donc toute une procédure que je trouve très compliquée et qui pour moi n'a pas vraiment besoin d'être. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer. Jusqu'au jour où je suis arrivé sur une autre branche, donc une autre personne qui est partie aussi du travail de Niklas Luhmann et qui a créé Antinet. Donc c'est Scott Shepherd. Et lui par contre est resté sur une méthode donc très analogique avec une vraie carte, avec des vrais cartons et un vrai rangement, mais avec un système beaucoup plus proche à mon avis de ce que faisait Niklas Luhmann avec ses cartes. Et aussi avec les contraintes qui font que le système fonctionne. Et c'est là que j'ai mieux compris comment utiliser Zettelkasten. Alors je ne vais pas m'étendre sur pourquoi je n'utilise plus Zettelkasten, pourquoi il ne me convient pas. En tout cas, je ne l'utilise pas aujourd'hui, ou je ne l'utilise plus aujourd'hui. Par contre, j'ai pris quelques notions issues de cette méthode-là. Des notes où il y a des références. Et aussi avoir des notes qui sont concises. Donc avoir peu de notes, mais avoir des notes qui ont une valeur ajoutée énorme. C'est-à-dire où je vais vraiment les retravailler dedans. Donc ça, c'est ce que je retire de Zettelkasten. Le problème maintenant, c'est que sans Zettelkasten, je dois rechercher un autre moyen de gérer mes notes. Et je suis tombé sur la version de Tiago Forte. Il s'agit du code, C-O-D-E, qui signifie tout simplement Capture, Organize, Distill et Express. En français, capturer, organiser, distiller et exprimer. C'est un système qui permet de créer de la valeur dans les notes, mais que je trouve aussi relativement complexe
et qui est très similaire aussi à la méthode que donne Zunke Arens pour Zettelkasten, où on va travailler la note à partir du moment où on la prend jusqu'à ce qu'elle devienne une entité en soi. Donc c'est du travail, peut-être un peu différemment, elle est présentée juste différemment. Par contre, cette méthode utilise à l'intérieur aussi, en plus, une organisation du fichier qui s'appelle PARA. PARA pour Project, Areas of Responsibility, Resources and Archives. En français, projet, aire de responsabilité, ressources et archives. Alors ça, j'ai commencé à l'utiliser pour organiser mes notes. Mais je n'ai pas pu vraiment rentrer dedans. Surtout avec le dossier aire de responsabilité que je trouvais vraiment très flou. Alors que le projet est très concret, puisque la règle est c'est un projet qui doit être terminé après un temps donné, donc il y a un plan avec un début et une fin. Autant l'aire de responsabilité, c'est vraiment du flou. On a des projets, mais comme ça. J'ai presque l'impression que ça devient un fourre-tout. Donc après plusieurs mois, je trouvais qu'il y avait quelque chose, j'ai changé, j'ai renommé ces dossiers en d'autres noms qui me correspondent mieux. Donc vous voyez que Zettelkasten et Code et Para sont trois méthodes que je n'utilise pas, mais que je vais adapter à mon besoin. Et ça, je crois que c'est le plus important dans tout ce que j'ai pu voir depuis quasiment un an. Nous voici sur mon bureau. Vous pouvez voir les deux coffres, le bleu et le vert, que j'utilise donc maintenant aujourd'hui de façon quasiment quotidienne. Alors le bleu, je ne vais pas y rentrer comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est donc tous mes projets professionnels avec mes clients, les notes de meeting, et vous pouvez voir déjà que j'utilise donc les 4 répertoires de Tiago Forte, donc de Para, mais je les ai renommés différemment. Le 1, donc, c'est les Customer Products. Alors, j'écris tout en anglais, je suis désolé. Donc, le 1, c'est les Customer Products, donc les projets clients. Donc, ça, ce sont des projets que j'utilise tout le temps. Donc, j'ai regroupé tous mes clients à l'intérieur. Ensuite, ce qui normalement devrait être le A, les R de responsabilité, j'ai mis tout ce que je construis moi-même. C'est-à-dire que même si professionnellement je crée quelque chose pour mes clients, aussi pour moi, avec l'outil que j'utilise, donc Zoho, je crée aussi mes propres scripts, donc je crée mes propres projets à l'intérieur. Donc ces projets n'ont pas de fin, puisque c'est des projets qui sont dans la durée, et tous les bouts de code que je peux utiliser. Donc c'est les builds, les constructions que je fais, le code que je crée. Le 3, ce serait normalement les ressources, et ça, c'est les ressources de Zoho. Donc, tout ce que je peux apprendre, tout ce que je reçois, toutes les notes que je vais pouvoir réutiliser ensuite dans d'autres projets. C'est ma base de connaissances. Ensuite, on a aussi les archives où je mets tout ce qui reste, que je n'utilise plus, mais que je garde quand même ici. Donc, ça peut être les clients, ça peut être des anciens projets ou aussi des bases de connaissances. Maintenant, dans la fenêtre verte, donc c'est tout ce qui concerne donc ma base personnelle que j'ai appelée notes et projets parce que je n'ai pas trouvé de nom beaucoup plus personnel, mais finalement ça ressemble bien, ça ressemble à tout ce que je fais. On a aussi les 4 répertoires de Para de Tiago Forte. Donc les projets comme Tiago Forte, apprendre, c'est tout ce que je veux apprendre. J'ai appelé apprendre, ce sont aussi mes recherches. Et une fois que j'ai appris quelque chose, que j'ai vraiment distillé ce que je voulais, je le mets dans la base de connaissances. Et ensuite, on va dans archives. Alors là, maintenant, je vais rentrer un peu plus à l'intérieur parce que vous voyez que sur la droite, il y a aussi du Kanban. Et j'en ai pas parlé. Donc nous voici dans ce coffre notes et projets. Donc dans les projets, j'ai mis à l'intérieur tous les projets que j'avais la dernière fois dans le coffre jaune, les projets, donc tout ce qui était aussi, donc toutes les productions vidéo que je fais, dont cette chaîne ici, vous pouvez les retrouver, ça s'appelle tout simplement CP, mais j'ai mis aussi, vous voyez par exemple, les achats que je voudrais faire, parce que c'est des projets que je pense faire ensuite, des mots-clés, les mots-clés que j'utilise très souvent pour donc, tous les autres projets, donc je les ai mis là, parce qu'ils sont très faciles d'accès. Je ne vais pas les mettre à la base de connaissances, parce que finalement, ils sont tout le temps réutilisés. Ensuite, vous voyez que j'ai mis aussi donc, les événements, le jeu Minecraft et le Moodwall. Le Moodwall, ça c'est quelque chose qui est vraiment ancien, que j'avais avant Obsidian, pour en faire plus tard un mur d'idées.
Sauf que pour l'instant, je ne les ai pas. Donc j'ai plein de choses qui existent, mais je ne les ai pas encore organisées. Mais je les mets dans le projet parce que c'est quelque chose que je vais réutiliser. Enfin, voyage, ça c'est ce que je voudrais faire dans les mois qui arrivent. Et pour organiser un peu tout ça, j'ai rajouté un Kanban. C'est le Kanban que vous voyez sur la droite. Et ce Kanban-là se met tout en haut, donc dans notre projet. Et il s'appelle tout simplement Index Kanban. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a plusieurs cartes et chaque carte renvoie sur un document. Donc, à part la première qui explique le pourquoi, ce sont des raccourcis sur les notes que j'utilise le plus. Donc j'utilise le Kanban vraiment comme raccourci. C'est le cas justement d'épingler où ce sont vraiment les notes qui sont pour moi le plus utiles à n'importe quel moment. Les projets, c'est la même chose. Je vais directement à l'intérieur. J'avais commencé par cet index-là qui est exactement la même chose, mais de façon textuelle. Et ça vient d'une autre méthode qui est arrivée récemment aussi, qui est les Forever Notes de Mathias, qui utilise surtout Apple Notes pour agencer les notes en index avec les tags ou avec des collections pour gérer toutes les notes. Par contre, ça marche bien avec Apple Notes parce qu'il y a l'utilisation des dossiers intelligents, les Smart Folders, quelque chose qui n'existe pas dans Obsidian malheureusement. Obsidian est très bien avec les tags et les liens, par contre les dossiers intelligents manquent, ce qui n'est pas un problème dans Apple Notes ou dans le Finder du Mac d'ailleurs. Donc j'ai adapté la méthode Forever Notes de Mathias pour Apple Notes dans Obsidian et j'avoue que j'ai un certain plaisir. Et je me suis demandé pourquoi j'ai du plaisir à créer des notes comme ça. Et je pense que c'est tout simplement parce que je dois le faire manuellement. Il y a une chose que j'ai remarqué, je suis quelqu'un qui fait énormément d'automatisation. Pour simplifier les processus, automatiser tout ce qui peut être automatisé, comme ça les utilisateurs peuvent se concentrer sur les vrais problèmes. Sauf que pour la prise de notes, j'ai remarqué que, au contraire, il valait mieux rester à écrire des notes, à les agencer elles-mêmes, à faire ça manuellement. Donc créer des notes et ensuite faire des flux de travail, des workflows d'automatisation pour mettre les données là où il faut, comme il faut, finalement, ça ne donne pas de plaisir. Et donc, je n'apprends pas et donc je ne retiens pas ce que j'écris. Et l'écriture donc de cet index me donne plus de plaisir que de l'avoir fait automatiquement donc dans DataView par exemple. On va passer ensuite sur le prochain dossier, c'est le dossier apprendre. Donc dans le dossier apprendre, je mets à l'intérieur tout ce que je vais apprendre, toutes les notes, toutes les lectures aussi que je voudrais faire, que je vois qui pourraient être intéressantes. Parce qu'ici, ça va peut-être me donner une idée de créer un article que je mettrai peut-être plus tard dans ma base de données. La base de données est certainement le plus intéressant car c'est là qu'on va retrouver toutes mes notes et vous voyez que j'ai une liste de dossiers seulement. Si je vais dans base de connaissances, il n'y a que l'index de la base. À l'intérieur, il y a tous les thèmes que j'utilise. Cette liste-là existe depuis un bon bout de temps. Ensuite, il y a les voyages. Et donc, j'ai à l'intérieur des sous-dossiers, les coordonnées GPS, parce que ça, je récupère aussi, entre autres, avec Strava ou bien OpenStreetMap, les parcours que je fais. Et les sources, avec à l'intérieur, ce qui est pour moi est vraiment important. Alors, pourquoi je prends des sources et pourquoi c'est important que je prenne les bonnes sources? Je vais vous montrer ça avec cet article, Why are you traveling? C'est une copie de l'article, alors je mets toujours l'auteur et la référence. Donc ça, c'est dans cette en-tête-là, je mets toujours les références pour savoir de quoi il s'agit. Donc à l'intérieur, il y a tout le texte. Donc ça, je le garde pour moi, il n'est pas publié, c'est vraiment pour moi. Et parfois, je voudrais revoir la source. Si je vais sur ce lien, il se trouve que le site n'existe plus, je ne peux plus y aller. Donc je suis content d'avoir une copie de cet article parce que pour moi, il est vraiment très intéressant. Enfin maintenant, pour l'apparence, vous voyez que j'utilise donc un cadre vert. C'est tout simplement le thème minimal. C'est le même thème que j'ai utilisé l'an dernier. La seule différence, c'est que j'ai personnalisé la barre de gauche, maintenant qui est verte. La dernière fois, elle était blanche. Tout simplement avec un script CSS. Il suffit d'aller dans les préférences et ensuite dans apparence. Et tout en bas, vous avez Obsidian Custom. Et vous pouvez faire afficher donc un fichier CSS où vous pouvez donc modifier
les CSS du thème que vous voulez. Tant qu'on y est, je vais rester ici pour vous montrer les extensions. Les extensions du système, je n'en utilise pas énormément. J'utilise le Canva et la commande palette. Donc le Canva, de temps en temps, je commence à l'utiliser, mais c'est très rare quand même. Je préfère encore utiliser Draw.io qui est beaucoup plus puissant pour ce que je fais, mais ce n'est pas dans Obsidian. J'ai la commande palette et aussi tout simplement le fichier. Quoique l'explorateur de fichiers, j'utilise FileTree qui est un plugin externe. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'utilise les liens externes où il y a un petit carré vers une flèche vers l'extérieur. Les outlines, honnêtement, pour l'instant, je l'ai là. Donc, il donne la structure de la note sur le côté droit. Je l'ai mis sur la barre de droite. Pareil pour la vue des propriétés. Je l'utilise quasiment pas. La recherche, ça, je l'utilise. Donc, vous pouvez voir qu'elle est en haut. Mais honnêtement, je ne l'aime pas. Je préfère utiliser Spotlight sur le Mac parce que la recherche donne des résultats par ordre alphabétique de fichiers, pas par importance. Et ça, pour moi, c'est très embêtant parce que des fois, je peux avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fichiers et il faut que je trouve le bon parce qu'il est ordonné de façon alphabétique. Alors, comme je suis sur Mac, je préfère utiliser Spotlight parce que je peux regarder tout simplement déjà dans tous les coffres d'un coup, mais aussi dans tout mon système, dans tout l'ordinateur pour retrouver les données. Donc, de ce côté-là, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Ça peut être classé par type de fichier, mais aussi par importance. Ensuite, même les tag view, je ne l'utilise pas non plus. Je l'ai là, mais je me demande pourquoi je l'ai mis. Et c'est tout. Pour les extensions communautaires, vous voyez que je n'utilise pas beaucoup. Excalibur, je l'utilisais, mais je vois que j'utilise toujours Draw.io. Ensuite, j'utilise FileTree Alternative. FileTree Alternatives, donc c'est les deux colonnes que vous voyez sur la gauche de mon coffre. Je vais le fermer là, voilà. Donc ici, vous avez les deux colonnes, parce que je préfère avoir deux colonnes plutôt que d'avoir une colonne avec tous les fichiers à l'intérieur, surtout si vous avez beaucoup de fichiers. Là, il n'y en a pas trop encore. Alors, j'ai modifié aussi légèrement FileTree Alternative, avec cette fois-ci les préférences, les style settings, qui me permettent de modifier un peu l'apparence. Et entre autres, d'augmenter la hauteur de chaque fichier. Parce que normalement, c'est pas autant que ça. Ce que j'aime bien dans FileTree Alternative, c'est que par exemple, vous avez ce fichier et vous ne savez plus dans quel dossier il se retrouve. Vous cliquez tout simplement sur cette petite icône et il vous retrouve automatiquement le fichier et il vous met automatiquement dans le bon dossier. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, j'utilise Image Toolkit. Image Toolkit permet d'afficher en plein écran les images pour que vous puissiez les voir beaucoup plus facilement. Si par exemple je clique sur cette photo-là, vous voyez qu'il se trouve automatiquement en plein écran, donc sur un fond foncé pour mieux le voir. Et en bas, vous pouvez voir aussi plusieurs outils. Donc je peux zoomer à l'intérieur, je peux le voir en plein écran, je peux aussi le retourner si je veux. Donc ça, je trouve ça très pratique. Il suffit ensuite de cliquer à l'extérieur pour le fermer. Je vous ai dit que j'utilisais donc le thème minimal. J'utilise aussi le module de préférence du thème minimal. Donc ça, c'est un module supplémentaire. Il vous permet de personnaliser, pas seulement couleur, mais vraiment au niveau des fonctionnalités. Ensuite, quelque chose qui est vraiment très pratique, c'est Paste URL into Selection. C'est-à-dire que si vous copiez une URL d'un site web et que vous le collez dans un texte, il va vous le transformer automatiquement en lien Markdown. Donc si vous avez sélectionné un texte, c'est très pratique. Par exemple, j'ai ce lien ici que je copie et par exemple, je voudrais mettre tout ce texte comme lien. Il suffit que je copie et il a transformé automatiquement ce texte en lien Markdown avec le lien que je viens de cliquer. Enfin, le Style Settings, ça aussi c'est une extension qu'il faut rajouter honnêtement parce qu'il va vous permettre de personnaliser toutes les couleurs. Mais vous voyez qu'il y a aussi FileTree Alternative Plugin, donc l'extension FileTree Alternative, qui a aussi sa personnalisation au niveau des couleurs. Enfin, j'utilise énormément aujourd'hui Templater qui me permet d'avoir une structure de notes et que je personnalise aussi avec le contenu, le nom du fichier, le résumé, les tags. Et c'est pour ça que vous voyez que mes notes ont toujours la même structure dans la base de données,
Ce n'est pas le cas dans Projet parce que j'ai d'autres templates pour ça. Donc là, en haut, j'ai toujours le nom du fichier qui est aussi le nom de la note, l'entête qui est vide, mais que je peux remplir parce que je n'ai qu'à enlever le type. Ensuite, j'ai un corps avec le contenu, et ça, le contenu, je le rajoute. Et tout en bas, j'ai aussi donc une référence, je peux mettre éventuellement des références supplémentaires. Donc ça, c'est une structure qui est systématiquement la même. Par contre, pour projet, j'ai une structure différente. Si je vais par exemple sur projet, je vais sur Obsidian, c'est exactement la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Vous voyez que j'ai une structure un peu similaire, mais avec des tags différents. Donc en dessous, ensuite, on a de nouveau le corps, comme vous voyez, et tout en bas, il met aussi donc les musiques que je peux utiliser. Je mets tous les mots-clés de shell. Donc ça, c'est systématiquement mis ensemble suivant le thème. Enfin, pour terminer, j'utilise l'extension Kanban. Donc j'utilise Kanban vraiment pour plus visuellement voir où sont les notes, moins pour travailler sur le processus de Kanban. Donc je préfère voir ce tableau-là, donc épinglé, projet, recherche, donc ces 3 colonnes, où je peux cliquer directement sur les notes qui m'intéressent, qui sont les plus importantes pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je vais retravailler systématiquement. Ce n'est pas définitif, c'est quelque chose qui va bouger. Plutôt que cette note où il y a aussi donc, tous les liens, toutes les notes, toutes les cartes que je voudrais avoir, mais de façon verticale dans un texte. Les deux versions sont pratiques, mais je préfère vraiment utiliser Kanban juste pour l'organisation, moins pour vraiment l'utiliser. Voilà, c'était tout pour cette utilisation de Obsidian en 2025. Pour ce coffre, vous voyez que j'ai pas mal de choses qui ont changé et ça va encore changer dans les semaines, dans les mois à venir. Alors j'espère que ça vous aidera et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous, je serai ravi d'y répondre. Si vous voulez que j'aille beaucoup plus profondément sur un des points que je vais te montrer, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire dessous, je serai ravi de faire une vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous retrouve la prochaine fois.